Ok, merci beaucoup, professeur Hamemi. Je vais essayer de simplifier la démarche diagnostique devant un patient qui consulte devant un trouble de l'équilibre ou un vertige aigu. J'espère que cette présentation aura un impact sur votre pratique quotidienne devant ces patients. L'équilibre d'un individu résulte du bon fonctionnement d'un système multimodal complexe composé d'un centre intégrateur, de récepteurs et d'effecteurs. La fréquence des troubles de l'équilibre est un fait aujourd'hui avéré dans le monde. En effet, il représente 5% des consultations en médecine générale et 5 à 10% des urgences. Ce problème qui intéresse tous les praticiens se distingue par deux points. D'une part, sa gravité potentielle quand il révèle une urgence neurochirurgicale et bien entendu le handicap qu'il peut engendrer au patient, justifiant l'importance d'une prise en charge globale et adaptée. Du point de vue nosologique, le terme trouble de l'équilibre en fait peut regrouper plusieurs symptômes ou plusieurs doléances rapportées par les patients. En effet, le mot vertige rapporte une sensation erronée de déplacement des objets par rapport au sujet ou du sujet par rapport aux objets et le plus souvent, il est rotatoire, le sujet se sentant tourné comme sur un manège. Le déplacement linéaire peut être antéro-postérieur, latéral ou vertical et donne l'impression de chute dans un trou ou de monter dans un ascenseur. Les oscillopsies donnent la sensation d'oscillation d'objets dans le champ visuel et c'est une observation de la conséquence du nystagmus. Et bien entendu, on peut avoir rapporté par les patients des troubles de l'équilibre non systématisés comme une sensation d'ébriété ou une marche sur des nuages. Chacune de ces doléances va traduire l'atteinte d'un point quelconque du système vestibulaire, que ce soit le labyrinthe postérieur, le nerf vestibulaire ou le centre d'intégration et de traitement du signal. Donc l'équilibre, c'est quoi l'équilibre? L'équilibre de tout individu repose sur le fonctionnement adéquat du système composé, comme on le voit ici, d'un centre intégrateur représenté par les noyaux vestibulaires du tronc cérébral et qui reçoivent leurs informations à partir de trois récepteurs, la vision, la proprioception et le labyrinthe postérieur qui va véhiculer les informations via le nerf vestibulaire. Deux voies effectrices par la suite vont permettre d'assurer l'équilibre. La voie vestibulo-oculomotrice qui va permettre de stabiliser le regard par l'intermédiaire des nerfs oculomoteurs et la voie vestibulo-spinale qui va permettre le maintien de la posture par l'intermédiaire des motoneurones de la corne antérieure de la moelle épinière. Par ailleurs, ce centre intégrateur représenté par les noyaux vestibulaires est en connexion étroite avec le système végétatif, avec le cervelet et aussi avec certaines zones de l'étage cortical. Donc l'oreille interne est creusée dans l'os pétreux. Elle comporte deux parties. Une partie antérieure, c'est la cochlée dédiée à l'audition, et une partie postérieure dédiée à l'équilibre. Cette même partie postérieure est elle-même subdivisée en deux éléments, le vestibule, composé de l'utricule et du sacule, qui va renseigner sur les accélérations linéaires et verticales, et les trois canaux semi-circulaires qui vont renseigner sur les accélérations rotatoires. Donc, en résumé, quand on va avoir une lésion vestibulaire, on va avoir 5 atteintes différentes. Une atteinte perceptive qui est le vertige, une atteinte vestibulo-oculaire, le nystagmus, une atteinte vestibulo-spinale, l'instabilité, une atteinte du système émotionnel, l'anxiété et une atteinte du système neurovégétatif avec les nausées et les vomissements. La démarche diagnostique comporte 4 étapes successives qui vont nous permettre d'optimiser la prise en charge du patient. La première étape consiste à éliminer les urgences à pronostic vital. Ainsi, devant tout vertige d'installation brutale associé à l'un ou plusieurs de ces signes, que sont des céphalées inhabituelles, principalement occipitales, des cervicalgies, un tableau neurologique bruyant, une diplopie, des troubles de la conscience, dysphagie, dysarthrie, diesthésie, voire même une station debout impossible,
et ce, d'autant plus qu'il existe des facteurs de risque cardiovasculaires. À ce moment-là, il va falloir transférer nos patients dans un centre dédié à ça de façon urgente, donc un centre qui puisse prendre convenablement en charge une urgence neurovasculaire. Ces urgences neurovasculaires, donc principalement, sont l'AVC du tronc cérébral. On sait que le syndrome de Wallenberg se révèle souvent par un vertige aigu, l'accident vasculaire cérébelleux avec son risque de compression du tronc cérébral par œdème de la fosse postérieure, sans oublier la dissection de l'artère vertébrale qui peut survenir chez un sujet jeune après un effort physique et qui associe au vertige des douleurs cervicales et parfois même par ischémie labyrinthique, une hypoacousie qui peut être trompeuse. Donc, après avoir éliminé ces urgences, la deuxième étape est d'éliminer les pathologies qui sont responsables de sensations vertigineuses, mais qui n'ont pas de rapport avec le système de l'équilibre. Donc ça, on va le faire après un interrogatoire et un examen clinique, voire biologique, qui doit être concis, précis et surtout ciblé. Ainsi, on va pouvoir éliminer les causes cardiovasculaires, l'hypotension orthostatique, un trouble du rythme. On peut éliminer les troubles métaboliques, des troubles hématologiques, des troubles visuels, des troubles neurologiques tels qu'une épilepsie, une intoxication au monoxyde de carbone avec son hypoxémie, une intoxication alcoolique, sans oublier, bien entendu, les vertiges psychogènes. Ce qu'on doit savoir en premier lieu, c'est qu'une perte de connaissance n'est jamais d'origine vestibulaire. Donc, par la suite, il va falloir reconnaître les urgences à risque pour l'oreille interne parce que ces urgences vont constituer un pronostic fonctionnel. Ainsi, une atteinte cochléo-vestibulaire aiguë va faire évoquer, en fonction du contexte, une vestibulopathie dysbarique chez les plongeurs. On sait parfaitement que l'aéroembolisme du vestibule nécessite une séance en caisson hyperbare de façon urgente. On va éliminer aussi une labyrinthite infectieuse, principalement dans le cadre d'une poussée de surinfection d'un cholestéatome, mais les labyrinthites infectieuses deviennent de plus en plus rares. Quand on évoque ces diagnostics, il faut transférer de façon urgente le patient en ORL afin d'essayer de préserver le pronostic fonctionnel. Donc, par la suite, la quatrième étape pour orienter le diagnostic étiologique est de différencier entre vertige central et vertige périphérique. Alors, cette étape va nécessiter en premier lieu un interrogatoire qui doit être précis et détaillé et mené de façon systématisée. Donc, c'est un interrogatoire policier. Donc, cet interrogatoire va débuter par les antécédents. On va passer en revue tous les antécédents du patient, en particulier les pathologies ORL, le terrain cardiovasculaire, neurologique, psychiatrique, les médicaments reçus ou actuellement en cours, ainsi que tout antécédent chirurgical ou traumatique. Par la suite, la description du vertige est un élément clé par la valeur diagnostique qu'elle a. En effet, on va décrire le type de la doléance du patient. Est-ce qu'il s'agit d'un vertige rotatoire, d'un déplacement, d'une simple instabilité? On va préciser les circonstances déclenchantes quand elles existent. Est-ce que ça a été provoqué par un changement de position, un accident, le bruit, un épisode infectieux? On va préciser la durée du vertige qui peut aller de quelques secondes à quelques heures, voire parfois quelques jours. On va bien entendu préciser le caractère évolutif. Est-ce qu'on est devant une grande crise vertigineuse unique? Est-ce que le patient a présenté des crises similaires antérieures? À ce moment-là, il va falloir préciser la date de la première crise, la date de la dernière crise, les modalités des crises antérieures, est-ce qu'elles ressemblent ou non à l'épisode actuel? Enfin, il peut aussi s'agir d'un vertige permanent. On précisera aussi, est-ce que cet épisode a éventuellement été amélioré ou s'est résolu, soit spontanément, soit après une prise médicamenteuse. Par la suite, il faudra préciser aussi les symptômes associés. Donc, on précise les symptômes otologiques et cochléaires qui nous intéressent particulièrement, nous, ORL, principalement une surdité, une otorée, et bien entendu, on précisera leur chronologie par rapport à l'épisode vertigineux.
On précise l'importance des signes neurovégétatifs et bien entendu, on interrogera le patient avec beaucoup de détails sur l'éventuelle présence de signes neurologiques, principalement donc les céphalées, surtout quand elles sont inhabituelles, quand elles surviennent de façon brutale en coup de poignard. On va rechercher une dysarthrie, une dysphonie, une dysphagie ou tout autre symptôme neurologique dont on précisera aussi la chronologie par rapport à l'épisode vertigineux. Enfin, il ne faut pas oublier aussi d'interroger le malade sur le retentissement du trouble de l'équilibre, qu'il soit physique, fonctionnel ou émotionnel, et on n'hésitera pas à le scorer sur une échelle. Par ailleurs, après, donc, on va procéder à l'examen vestibulaire qui va comporter deux parties. D'abord, on va examiner le regard, donc rechercher la stabilité du regard et étudier le maintien de la posture. Donc, l'examen de la stabilité du regard repose sur la recherche du nystagmus. Il peut se faire à l'œil nu, sur un patient assis, le regard dans le vague. Il peut se faire sous lunettes de Frenzel qui sont éclairantes et grossissantes ou idéalement à l'aide d'un masque de vidéo nystagmoscopie muni d'une caméra infrarouge qui va nous donner un enregistrement agrandi de l'œil. Alors, c'est quoi le nystagmus? Le nystagmus, c'est un mouvement involontaire, rythmé et conjugué des deux globes oculaires avec deux composantes inégales, une secousse lente de dérive vers le côté atteint et une saccade rapide de rappel. En pratique, on recherche un nystagmus dans le regard centré et excentré entre 20 à 30 degrés dans toutes les directions, puis avec fixation visuelle. Le nystagmus va se caractériser par trois éléments. D'abord, sa direction, qui est donnée par le sens de la secousse rapide, et sa forme horizonto-rotatoire dans les atteintes périphériques, comme on le voit ici sur la jeune fille de gauche. Donc, c'est un nystagmus horizonto-rotatoire et qui a tout le temps la même direction, ou verticale supérieure, comme on peut le voir chez ce monsieur. Donc, ça, il s'agit chez le monsieur d'un nystagmus d'origine centrale et chez la fille d'origine périphérique. On va aussi préciser son intensité qui répond à la loi d'Alexander dans le nystagmus périphérique. Deux faits importants. À l'excentration du regard, le nystagmus périphérique est unidirectionnel, quelle que soit la direction du regard. Par contre, le nystagmus central va changer de direction en fonction du changement de direction du regard, donc c'est un nystagmus multiple. Par ailleurs, à la fixation oculaire, le nystagmus d'origine périphérique est inhibé. Par contre, le nystagmus d'origine centrale persiste, voire parfois même est majoré. Donc, on va aussi examiner l'oculomotricité du patient à l'aide de deux tests très simples à réaliser. En effet, on va se placer à 60 cm du patient. Pour le test de la poursuite lente, on va déplacer sur le plan horizontal une cible que le patient doit suivre fidèlement avec les yeux sans bouger la tête et le mouvement doit être lisse et sans saccade. Par contre, pour le test des saccades, le patient doit déplacer l'œil d'une cible à l'autre, toujours sans bouger la tête, et on va étudier la précision de la saccade, si l'œil arrive ou non à la cible, s'il dépasse la cible ou pas. Et en fait, toute présence de troubles de l'oculomotricité va signer une atteinte centrale. Quand on ne trouve pas de nystagmus spontané, on peut à ce moment-là essayer, à l'aide de quelques manœuvres, de rechercher un nystagmus provoqué. Soit par exemple par une excentration du regard de 30 degrés. Donc chez un patient qui n'a pas de nystagmus en position médiane, la présence à l'excentration d'un nystagmus qui bat dans la direction du regard signe une atteinte centrale. On peut aussi, à l'aide du secouage de la tête, donc le head shaking test, on secoue la tête dans le plan horizontal en réalisant 20 mouvements de va-et-vient pendant 10 secondes et à l'ouverture des yeux, on recherche un nystagmus dont la présence va signer un déficit vestibulaire récent en voie de compensation du côté opposé au nystagmus. On peut aussi utiliser des variations de pression dans le conduit auditif externe par des manœuvres de compression-décompression sur le tragus et rechercher un nystagmus dont la présence va signer une fistule labyrinthique ou une fistule périlymphatique.
Donc, par la suite, on peut aussi avoir un test qui est très intéressant et d'un apport considérable qui va nous renseigner sur l'état des canaux semi-circulaires. Donc, c'est le test impulsionnel céphalique qui va être réalisé comme suit. Donc, la tête du patient entre les mains, on va imprimer des mouvements rapides et de faible amplitude dans un plan horizontal en demandant au patient de fixer un point fixe. En cas de vertige d'origine périphérique, comme on le voit sur cette vidéo, les yeux du patient vont effectuer une saccade de correction lorsque la tête du patient est rapidement tournée du côté du déficit. Donc, on voit bien ici la petite saccade de rappel qui est très rassurante parce qu'elle signe une atteinte périphérique. Donc, le test de Skew est aussi très intéressant et peut aussi nous renseigner sur l'origine périphérique ou centrale d'un trouble de l'équilibre. On va couvrir la paume de la main en alternance, une fois l'œil droit, une fois l'œil gauche, et on va demander au patient de fixer un objet immobile. Un œil qui doit se réajuster de manière verticale à ce test signe une cause centrale. Comme on voit ici, l'œil gauche du patient est surélevé et désaligné par rapport à l'œil droit. Donc, ce patient présente un problème central. Donc, le diagnostic différentiel quand on effectue le test de Skew, c'est la paralysie du grand oblique. Et pour pouvoir poser le diagnostic de centralité au Skew, il faut faire le test en position assise puis couchée et savoir que le Skew n'est jamais présent en décubitus dorsal. Donc, par la suite, on va étudier la posture. Alors, la première chose à faire, bien entendu, c'est d'observer la marche du patient avec recul et en conditions d'éclairage réduit. On peut parfois retrouver des troubles posturaux qui sont témoins d'anomalies autres, constitutionnelles, orthopédiques, rhumato, neuro ou psychiatriques, et qu'on reconnaît facilement à la seule observation. Donc, une fois qu'on a observé le malade marcher, on peut réaliser la manœuvre de Romberg sur un patient debout, les pieds joints, les yeux d'abord ouverts puis fermés. Et en cas d'atteinte périphérique, comme sur cette vidéo, on va retrouver une déviation harmonieuse du corps du côté atteint et qui est diminuée à l'ouverture des yeux. En cas d'atteinte centrale, le malade va être instable et tomber dans n'importe lequel des sens. Cette manœuvre peut être sensibilisée par la manœuvre de Fukuda ou manœuvre du piétinement aveugle. En fait, on va demander au patient de lever de façon successive ses genoux à 45 degrés et on va évaluer deux éléments. D'une part, on va évaluer ce qu'on appelle le spin, c'est-à-dire la rotation sur lui-même, plus la déviation qui va être effectuée. En cas d'atteinte périphérique, déviation et rotation vers le côté atteint donc vont signer l'atteinte. Donc parfois, la manœuvre de Romberg n'étant pas parlante, la manœuvre de Fukuda peut aider à poser le diagnostic d'atteinte périphérique. Enfin, le test de la marche aveugle. Le patient effectue des pas en arrière et en avant, les yeux fermés. En cas de démarche en étoile, donc c'est qu'il y a une atteinte périphérique. En cas d'atteinte centrale, le patient n'arrive pas à effectuer l'examen qu'on lui demande et donc il y a une instabilité importante avec parfois des chutes. Donc ça signe une atteinte centrale. L'épreuve des index, enfin, en cas de déviation latérale des index harmonieuse du côté de l'atteinte, on est en présence d'une atteinte périphérique. Donc, pour synthétiser l'ensemble, on peut avoir deux tableaux bien distincts qu'il va falloir bien établir. Donc, soit une atteinte vestibulaire périphérique, le plus souvent le vertige est rotatoire, il est intense, il évolue par crise. On est en présence de signes neurovégétatifs très importants. On a très souvent des signes otologiques et cochléaires. Et à l'examen, on retrouve un syndrome vestibulaire harmonieux avec une déviation segmentaire du côté de la secousse lente du nystagmus. On retrouve souvent un nystagmus unidirectionnel, horizonto-rotatoire, qui va disparaître à la fixation du regard. Le test HIT est positif et le test de Skew normal. L'autre tableau par opposition, le tableau d'atteinte vestibulaire centrale. Donc, très souvent, le vertige y est peu intense. On a le plus souvent une instabilité continue. On retrouve assez souvent un contexte neurologique riche.
L'examen va retrouver un syndrome vestibulaire disharmonieux avec un nystagmus multidirectionnel pur ou alors un nystagmus vertical qui va persister, voire augmenter à la fixation du regard. On va retrouver à la recherche des déviations segmentaires une instabilité mal systématisée du corps. Le test HIT est négatif, c'est-à-dire qu'il ne montre pas de secousse, de saccade, de replacement de l'œil. Par contre, le test de skew est positif. Ce qu'on doit retenir au terme de cette présentation, c'est que d'abord, il faut impérativement reconnaître rapidement une urgence vitale pour bien adresser le patient dans une structure qui pourra convenablement le prendre en charge. La démarche diagnostique doit être bien systématisée. J'insiste sur l'interrogatoire très précis qui peut être très riche de renseignements et sur un examen clinique adapté et bien mené qui va nous permettre d'orienter vers l'origine centrale ou périphérique du trouble. Il est inutile de réaliser des examens complémentaires souvent coûteux, comme la classique TDM cérébrale, qu'on voit souvent les patients arriver avec un scanner cérébral sous le bras. Il va falloir, au terme de l'examen, adresser le patient pour un complément d'exploration et de prise en charge chez le médecin ORL en cas d'atteinte périphérique et chez le médecin neurologue en cas d'atteinte centrale. Je vous remercie de votre attention.